Fin 1945, une île du Pacifique enveloppée de brume et de boue. La guerre était terminée, mais la peur habitait encore les yeux de 19 femmes japonaises qui descendèrent d'un camion de transport dans un camp de prisonniers de guerre américain. Aiko Tanaka serrait contre sa poitrine une boîte à musique cabossée, les jointures blanchies. On lui avait dit que les Américains étaient des monstres qui se serviraient des femmes comme elle. Les affiches de propagande avaient été claires. Mais alors quelque chose d'étrange se produisit. Une pancarte fut affichée en japonais. Aucun soldat ne peut toucher les prisonnières. Signalez immédiatement toute infraction. Un MP repoussa un geai curieux près de la clôture. Les ordres sont les ordres. Les examens médicaux étaient effectués uniquement par des infirmières. Du savon fut distribué gratuitement. On inscrivit des noms, pas des numéros. Ce n'étaient pas les geôliers brutaux dont on l'avait menacé. Ces hommes gardèrent les mains le long du corps et la distance. Pour des femmes à qui on avait annoncé le pire, cette retenue impossible changea tout. Les projecteurs découpèrent le crépuscule pacifique comme des phares cherchant des avions ennemis, projetant des cercles blancs et durs sur l'enceinte boueuse. Aiko Tanaka appuyait son dos contre les planches du camion de transport, les doigts crispés autour de la boîte à musique cabossée qui avait survécu aux derniers mois terribles. 19 autres femmes se serraient contre elle, le visage pâle comme du papier de riz sous l'éclat artificiel. Le camion s'arrêta dans un crissement de frein qui fit sursauter plusieurs d'entre elles. Dehors, tout le monde dehors. La voix du soldat américain était ferme, mais pas cruelle. Les jambes d'Aiko tremblaient quand elle posa le pied dans la boue, ses chaussures de toile aussitôt trempées. Les barbelés s'étiraient en rangées nettes sous les lumières, et au-delà, elle distinguait de longs bâtiments bas qui ressemblaient à des baraquements. Tout sentait le gasoil, la terre mouillée et quelque chose d'autre, quelque chose de propre et de piquant qu'elle ne parvenait pas à identifier. Le sergent Thomas Reed s'essuyait les mains avec une serviette et inspectait la tente médicale qu'il venait de monter. À 34 ans, il avait vu assez de blessés pour savoir que la guérison commençait par des choses simples, instruments propres, mains calmes, règles claires. Il prit une craie et écrivit en lettres capitales sur le petit tableau noir. Pas de contact infirmière présente. L'odeur âcre du désinfectant emplissait la toile, se mêlant aux cris lointains de soldats américains qui échangeaient des scores de baseball quelque part derrière les barbelés. Reed sortit et observa les femmes qu'on conduisait vers la zone de traitement. Leurs yeux volaient partout, comme des oiseaux guettant un piège. Il avait lu leur dossier. « Femmes de réconfort », disait le rapport, même si le terme clinique ne rendait pas justice à ce que cela signifiait vraiment. Ces femmes avaient entendu des histoires sur les soldats américains. Il en était certain. Reed glissa la serviette dans sa ceinture et se répéta que ses mains resteraient invisibles en permanence. Kenji Sato ajusta ses lunettes à monture métallique et ouvrit le dossier des règlements du camp. À 26 ans, il avait passé la guerre à traduire entre deux mondes qui semblaient souvent parler des langues différentes, même quand ils utilisaient les mêmes mots. Ses parents étaient dans un camp d'internement en Californie et certaines nuits, il se demandait si l'ironie de sa situation cesserait un jour de lui couper le souffle. Mais aujourd'hui, face à ces femmes effrayées, il savait que sa tâche était simple, rendre les règles limpides. « Vous êtes prisonnière de guerre », commença-t-il en japonais soigneux, la voix portant jusqu'au petit groupe. « Vous serez traité selon les règles de la Convention de Genève. Aucun soldat américain n'a le droit de vous toucher. Si quelqu'un viole cette règle, vous devez le signaler immédiatement. » Les femmes se regardèrent avec une expression que Kenji reconnut. Confusion mêlée d'incrédulité. Tout ce qu'on leur avait raconté sur les Américains était contredit dès ses premières phrases. Une jeune femme, aux yeux intelligents et aux gestes mesurés, s'approcha. Elle serrait quelque chose de petit contre sa poitrine. « Qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'il arriverait ici ?» demanda doucement Kenji. La voix d'Aiko sortit plus petite qu'elle ne l'aurait voulu. « On a dit que vous nous feriez du mal. On a dit que les soldats américains étaient des bêtes qui... » Elle s'arrêta, incapable de finir. Kenji hocha lentement la tête. « Je comprends ce qu'on vous a raconté. Ce que je vous dis maintenant est différent. La vérité est différente. »
Le lieutenant Ruth Hale apparut à la station de traitement, les bras chargés de matériel, avec l'air déterminé de quelqu'un qu'on a l'habitude d'obéir. À 28 ans, elle avait appris que la dignité était souvent la première victime dans des endroits comme celui-ci, et son rôle était de veiller à ce que cela n'arrive pas sous sa garde. Elle distribua du savon, des robes simples en coton et des serviettes fines à chaque femme. Les examens médicaux seront pratiqués uniquement par du personnel féminin, annonça-t-elle, puis elle jeta un regard à Kenji. Traduisez, s'il vous plaît. Lorsqu'elle remarqua un GI curieux qui s'approchait de la clôture, elle lui lança un regard capable de geler de l'huile moteur. « Soldat, vous avez du travail ailleurs. » Le soldat recula aussitôt. Les Japonaises observèrent l'échange avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Une femme américaine venait de les protéger d'un homme américain. Aiko accepta le savon et la robe de l'infirmière au visage sévère, puis se tourna vers Kenji. « Maintenant, qu'est-ce que je suis ?» murmura-t-elle. « Si je ne suis plus ce pourquoi on m'a utilisé ?» Kenji tapa son nom avec soin sur une petite carte. Aiko Tanaka. « Maintenant, dit-il, vous êtes exactement ce qui est écrit ici, une personne avec un nom. » Le réfectoire sentait la graisse de bacon et quelque chose de sucré qu'Aiko ne parvenait pas à identifier. Elle était assise à la longue table en bois avec son assiette en fer blanc, fixant les épaisses tranches de pêche au sirop qui flottaient comme des demi-lunes dorées. La nourriture américaine paraissait si riche, si abondante, que son estomac se contracta d'une ancienne lassitude. À côté d'elle, Sumiko Mori piquait une bande de bacon avec sa fourchette. « Les fruits américains font du bruit », chuchota Sumiko en regardant le sirop couler. Quand une goutte éclaboussa la table, elle laissa échapper un petit rire qui les surprit toutes les deux. Le son était si inattendu, si normal, que plusieurs autres femmes se retournèrent. Pendant un instant, le réfectoire ressemblait moins à une prison qu'à un étrange petit déjeuner collectif. Aiko porta une tranche de pêche à sa bouche, puis s'arrêta. Sa gorge s'était fermée. La douceur était trop forte, trop soudaine. Après des mois de bouillie claire et de peur, elle reposa la fourchette et appuya ses mains à plat sur la table jusqu'à ce que le moment passe. Kenji avançait dans la file d'enregistrement avec une patience méthodique, les touches de sa machine à écrire cliquetant régulièrement. Chaque femme s'avançait à son tour. Et à chaque fois, il posait la même question. « Quel est votre nom complet ?» Quand elle répondait, il le tapait soigneusement sur une petite carte blanche, puis la faisait glisser sur le bureau. « Michiko Hayashi », dit une femme aux cheveux grisonnants et au regard stable. Kenji tapa les caractères, puis lui tendit la carte. « Vous êtes plus qu'un numéro ici, Madame Hayashi. » Il ouvrit un formulaire de la Croix-Rouge et le plaça sous son stylo. « Souhaitez-vous envoyer une lettre chez vous ?» Michiko fixa le formulaire vierge comme s'il pouvait disparaître. « Ils nous laissent écrire des lettres. La Croix-Rouge les acheminera, confirma Kenji. Cela peut prendre du temps, mais ils essaieront de retrouver votre famille. » Elle hocha lentement la tête et prit le formulaire de ses doigts tremblants. Reed installa sa station médicale avec le même soin qu'il avait apporté aux hôpitaux de campagne dans 3 théâtres différents du Pacifique. Draps blanc impeccable sur la table d'examen, instruments rangés par taille et le petit tableau noir placé bien en vue avec ses règles. Quand la première femme entra dans la tente, il garda les mains visibles sur la table et s'adressa à Kenji plutôt qu'à elle directement. « Dites-lui que je dois vérifier s'il y a des blessures ou des maladies, » dit Reed. « Le lieutenant Hale pratiquera l'examen. Je ne ferai qu'observer et donner des conseils médicaux. » Kenji traduisit. La femme, à peine 18 ans, aux yeux de lapin effrayés, regarda tour à tour Reed et l'infirmière avec perplexité. « Elle veut savoir pourquoi vous ne l'examinez pas vous-même, » dit Kenji. Reed croisa brièvement son regard, puis détourna les yeux. « Parce que ce n'est pas ainsi que nous procédons ici. Dites-lui que dans ce camp, son corps lui appartient, à elle seule. » Quand Kenji traduisit, les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes. Les corvées de l'après-midi furent annoncées avec la même structure soigneuse qui régissait tout dans le camp. Lessive,
aide en cuisine, couture pour réparer uniformes et draps. Chaque tâche était rémunérée en crédits échangeables au petit magasin contre du savon, du thé, du papier à lettres ou des bonbons durs. Aiko se retrouva affectée à l'atelier de couture où arrivaient les uniformes américains, aux coutures déchirées et aux boutons manquants. Le travail lui était familier. Ses mains bougeaient avec régularité, aiguilles et fils, tandis que son esprit tentait d'assimiler l'étrangeté d'être payé pour travailler. Sumiko travaillait à côté d'elle en fredonnant doucement. En fin d'après-midi, on les conduisit dans un bâtiment en bois transformé en salle de classe. Des tableaux noirs couvraient les murs. Des phrases simples en anglais étaient écrites en belle écriture. « Good morning, thank you, please help me ». Le lieutenant Hale se tenait devant avec une expression patiente et une baguette. « Aujourd'hui, nous apprenons le baseball », annonça-t-elle par le biais de Kenji. La leçon qui suivit ne ressemblait à rien de ce qu'Aiko avait imaginé. Le lieutenant Hale dessina un losange au tableau et expliqua les règles avec le sérieux d'un briefing militaire. Quand elle dit « voler la deuxième base », Aiko leva la main, inquiète. « Voler n'est pas contre la loi ici ?» demanda-t-elle. Kenji sourit, le premier vrai sourire qu'Aiko lui voyait. « Pas ce genre de vol, Madame Tanaka. Cela veut dire courir très vite, jusqu'à la base suivante, pendant que l'autre équipe ne regarde pas. » L'absurdité la frappa soudain. Assise dans un camp de prisonniers américains, à apprendre un jeu où voler était encouragé et où courir en rond était le but. Malgré tout, elle se surprit presque à lui rendre son sourire. Aiko était assise à la petite table en bois de l'espace courrier, son stylo en suspens au-dessus du papier à en-tête de la Croix-Rouge, comme un oiseau qui hésite à se poser. Les mots qu'elle voulait écrire semblaient trop grands, trop impossibles pour tenir sur une si petite feuille. Autour d'elle, d'autres femmes penchées sur leurs lettres pleuraient ou se concentraient. Elle commença par la vérité la plus simple. « Je suis vivante ». Les caractères paraissaient étranges sous sa plume après tant de mois de silence. Les Américains ne nous ont pas touchés. Nous avons du savon. Elle s'arrêta, pensant à la façon dont sa mère lirait ces mots, à quel point ils pourraient ressembler à des mensonges après tout ce que les journaux avaient écrit sur les soldats ennemis. Mais ce n'étaient pas des mensonges. C'était la vérité la plus importante qu'elle ait jamais écrite. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait, Aiko signa de son nom complet au bas de la lettre. L'encre sécha lentement dans l'air humide du Pacifique. Kenji examinait des demandes de ravitaillement quand le soldat Brooks s'approcha de son bureau avec l'énergie nerveuse de celui qui apporte de mauvaises nouvelles, jetant sans cesse des regards vers la clôture où les Japonaises étendèrent le linge. « Le sergent Reed veut vous voir. Il y a des rumeurs qui circulent dehors. » Kenji posa son stylo avec précaution. « Quel genre de rumeurs? »« On a largué des tracts près du périmètre. En japonais. Ils disent que les soldats américains utilisent les femmes la nuit, que la politique, main dans les poches, n'est qu'une façade le jour. » Le poids familier de la propagande retomba sur les épaules de Kenji. Il avait passé la guerre à combattre des rumeurs qui se propageaient plus vite que les obus et faisaient autant de dégâts. Qui répand ça? Paraît que ça vient du camp des hommes, que le lieutenant Nakamura parle à ses soldats de honte et d'honneur. Vous savez le genre. Kenji savait exactement le genre. Des hommes qui préfèrent des mensonges confortables à des vérités gênantes. L'air du soir portait l'odeur du riz en train de cuire et le bruit lointain de soldats américains jouant aux cartes dans leur baraquement. Aiko marchait sur le sentier du périmètre avec Sumiko, restant bien à l'intérieur des limites marquées par des pierres peintes en blanc. La liberté de marcher, même limitée, restait un luxe. Elles approchèrent de la clôture est quand elles le virent, un jeune GI juste de l'autre côté du grillage, tendant une barre Hershey à travers les mailles. Son visage était sincère, presque implorant. « Hé, mademoiselle, vous voulez du chocolat? » Aiko s'arrêta net. Le chocolat paraissait incroyablement riche, enveloppé de papier brun avec des lettres qu'elle ne savait pas lire. Pendant un instant, elle fut tentée par la simple gentillesse du geste. Puis, elle entendit des pas sur le gravier. Le soldat Brooks. La voix du MP claqua dans l'air du soir comme un coup de fouet.
Éloignez-vous de la clôture immédiatement. Le jeune soldat se retourna, le visage écarlate. Je voulais juste être gentil, sergent. Partager un peu. Les ordres sont les ordres, fiston. Pas de cadeaux, pas d'échange, pas de contact à travers la clôture. Vous le savez. Reed surgit de la tente médicale, attiré par le bruit. Il rejoignit Brooks aux épaules affaissées et parla calmement. Et dit « Je sais que tu veux bien faire, mais cette ligne n'est pas juste de la peinture sur le sol. C'est une promesse que nous avons faite à ces femmes. Tu la franchis, même avec de bonnes intentions, et tu brises cette promesse. » Aiko observa toute la scène à 20 pieds de distance, le cœur battant à tout rompre. Les soldats américains faisaient vraiment respecter leurs propres règles. Le MP ne jouait pas la comédie pour elle. Il repoussait réellement ses compatriotes pour protéger sa dignité. Cette nuit-là, alors que la pluie tambourinait sur le toit des baraquements, Aiko était allongée sur son étroit lit de camp, écoutant la respiration calme des femmes endormies autour d'elle. Elle glissa la main sous son oreiller, sortit la boîte à musique cabossée et la remonta délicatement dans l'obscurité. La mélodie qui s'échappa était fine et vacillante, mais pure. Une à une, les autres femmes se mirent à fredonner avec elle. La voix de Sumiko rejoignit la mélodie, puis celle de Michiko, puis d'autres encore. Pendant quelques minutes, les baraquements se remplirent d'un son qui ressemblait presque à la maison. Pas la maison qu'elles avaient perdue, mais peut-être une maison qu'elles pourraient encore trouver. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant la poussière du camp et rendant tout propre. Le capitaine Briggs se tenait dans son bureau, un tract froissé étalé sur le bureau, les caractères japonais ressemblant à des griffures furieuses sous la lumière de la lampe. Kenji avait traduit la propagande avec une précision clinique, mais le message était limpide. Les soldats américains violèrent les femmes la nuit. La politique de non-contact n'était que du théâtre pour les inspecteurs, et l'honneur exigeait que de vraies japonaises résistent aux mensonges de leurs geôliers. « Combien de ces tracts ont été distribués ?» demanda Briggs en se massant les tempes. « Le renseignement pense une 50aine ou une 60aine, largués autour du périmètre et dans le village autochtone, répondit Kenji. Le lieutenant Nakamura a été actif. Briggs regarda par la fenêtre en direction du camp des hommes, où les feux de cuisson envoyaient de minces filets de fumée dans le ciel du soir. Le commandement envisage de suspendre les programmes éducatifs. Trop de contact entre notre personnel et les femmes, disait-il. Ça rend toute l'opération suspecte. Kenji sentit quelque chose de froid se poser dans sa poitrine. Mon capitaine, avec tout le respect, suspendre les programmes prouverait exactement le point de Nakamura. L'ordre est précisément ce qui démontre que la rumeur est fausse. C'est ce que je leur ai dit. Mais si ça remonte à Washington avec le mauvais angle... La conversation fut interrompue par des cris venant du côté de la porte principale. Les deux hommes sortirent en hâte et virent une foule se former près de la clôture, séparant les camps hommes et femmes. Plusieurs officiers japonais gesticulaient avec colère, tandis que les MP américains tentèrent de maintenir l'ordre. La voix du lieutenant Nakamura dominait les autres, son anglais tranchant d'accusations. « Vous faites honte à ces femmes en les gardant comme des animaux de compagnie. Mieux vaut mourir avec honneur que vivre comme des jouets américains. » Un de ces hommes ramassa une pierre et la lança vers les baraquements des femmes. Elle heurta le mur de bois avec un bruit sourd, faisant détaler plusieurs femmes qui se mirent à l'abri derrière le bâtiment. Un MP leva son fusil et tira un coup de semonce en l'air. Le craquement du coup de feu sembla figer tout le monde. Aiko, accroupie derrière les baraquements, sentit la terreur familière revenir comme une vague d'eau glacée. La paix qu'elle avait construite pierre par pierre s'effondrait en un instant. C'étaient les sons qu'elle connaissait. Hommes en colère qui criaient, femmes qui se cachaient, la promesse de violence suspendue dans l'air comme de la fumée. Le lieutenant Hale apparut avec un clipboard et un visage de granit. Elle traversa le camp d'un pas décidé, affichant de nouveaux avis en anglais et en japonais. Appel toutes les 2 heures, pas de rassemblement de plus de 5 femmes, tous les cours suspendus jusqu'à nouvel ordre. Signaler tout contact inhabituel immédiatement. Le texte japonais était particulièrement dur sur le papier blanc.
Les règles n'ont pas changé, le personnel américain maintiendra la distance appropriée. Toute violation sera signalée et punie. Reed trouva Aiko dans la tente médicale un peu plus tard dans la soirée. Elle essayait de soigner une petite coupure à la main qu'elle s'était faite en courant se mettre à l'abri. Ses doigts tremblaient, tandis qu'elle tentait de nettoyer la plaie avec un chiffon humide. « Laissez-moi vous aider, » dit Reed. Puis il se reprit, fit un pas en arrière et appela le lieutenant Hale. « Pouvez-vous vous occuper du pansement? Je lui expliquerai. » Hale prit le relais avec une douceur efficace, tandis que Reed maintenait un flot régulier de conversation sur tout, sauf le chaos de l'après-midi. Chez moi, dans l'Ohio, mon fils Danny se faisait ce genre de coupure en grimpant au pommier. Sa mère le soignait et je lui racontais des histoires sur la ferme de mon grand-père. Le maïs le plus doux qu'on ait jamais goûté. Et du bacon si bon qu'on aurait pleuré. Malgré elle, Aiko sentit sa respiration ralentir au fil des paroles de Reed. L'homme parlait de petits déjeuners comme de souvenirs précieux et d'une certaine façon, cela rendait le monde moins dangereux. « Pourquoi parlez-vous autant de bacon ?» demanda-t-elle par le biais de Kenji. Reed sourit. « Parce que c'est quelque chose de bon qui nous attend tous quand tout ça sera fini. Quelque chose de simple, de normal, et pour lequel ça vaut la peine de rentrer. » Mais le fragile sentiment de sécurité continuait de se fissurer. Ce soir-là, la lettre d'Aiko lui revint avec un tampon. Adresse inconnue, bâtiment détruit. Elle fixa l'enveloppe jusqu'à ce que les mots se brouillent, puis tendit la main vers sa boîte à musique. Le ressort avait enfin lâché complètement et la mélodie s'arrêta à mi-phrase. Elle tint le jouet cassé dans ses mains et sentit le poids de tout qui s'effondrait autour d'elle. « Peut-être que la rumeur finit par devenir la vérité, » murmura-t-elle à Sumiko, « si personne ne nous entend dire le contraire. » Kenji était assis face au capitaine Briggs dans le bureau de commandement. Une proposition tapée à la machine était étalée entre eux sur le bureau. La pluie tombait sans discontinuer depuis 3 jours, transformant le camp en labyrinthe de chemins boueux et rendant tout le monde irritable d'enfermement. « Une déclaration publique, » dit Briggs en relisant le document. Témoignage sous serment des femmes elles-mêmes, lu lors de l'assemblée hebdomadaire devant témoins. « Oui, mon capitaine. En japonais et en anglais, avec des représentants des 2 camps présents. Nous l'enregistrons officiellement et en fournissons des copies à la Croix-Rouge et à la presse militaire. » Briggs s'adossa dans son fauteuil, le cuir craquant sous son poids. Nakamura dira que c'est de la coercition, qu'on les a forcés à mentir. C'est pourquoi ça doit être volontaire, mon capitaine. Les femmes choisissent de participer ou non. Elles choisissent ce qu'elles disent. Nous ne faisons que fournir la tribune. Et si elles choisissent de ne pas parler? Kenji soutint le regard de son commandant. Alors, le silence parlera de lui-même. Mais je crois qu'elles sont prêtes à dire la vérité. Elles ont juste besoin de savoir que quelqu'un écoutera. Le matin de l'assemblée se leva gris et mouillé, des bâches tendues entre les bâtiments pour abriter les témoins. Aiko se tenait dans les baraquements des femmes, fixant la page tapée que Kenji lui avait remise. Son nom était écrit en belles lettres anglaises en haut. Déclaration d'Aiko Tanaka, 19 ans, préfecture d'Hiroshima. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle lisait les mots simples qu'elle lui avait dictés la veille. Rien d'éloquent, ni de compliqué, juste la vérité nue dans un langage que n'importe qui pouvait comprendre. « Tu n'es pas obligé de le faire, » dit doucement Sumiko à côté d'elle. « Personne ne t'en voudra de rester silencieuse. » Aiko plia soigneusement la feuille. « J'ai été silencieuse assez longtemps. Ça ne m'a pas protégée avant, et ça ne protégera personne maintenant. » L'espace de l'assemblée se remplit lentement au fil de la matinée. Le personnel américain était assis sur des bancs en bois sous une bâche, tandis que les représentants du camp des hommes occupaient une autre section. Le lieutenant Nakamura était parmi eux, l'uniforme impeccable, l'expression froidement sceptique. Reed se tenait près de la station médicale, les mains jointes dans le dos. Le lieutenant Hale cochait les noms sur son clipboard avec une précision méthodique. Le capitaine Briggs ouvrit l'assemblée avec la formalité militaire habituelle. Cette réunion est convoquée pour enregistrer un témoignage concernant les conditions dans l'établissement de détention des femmes. La participation est volontaire. Traduction sera assurée dans les 2 langues.
Kenji s'avança avec le document officiel des règlements et lut d'une voix claire et mesurée. Aucun membre du personnel militaire américain n'est autorisé à avoir de contact physique avec les prisonnières de guerre féminines. Les examens médicaux sont pratiqués exclusivement par du personnel médical féminin. Toute violation de cette politique doit être signalée immédiatement et entraînera une cour martiale. La pluie tambourinait sur la toile au-dessus d'eux quand Kenji termina. Alors Aiko s'avança lentement jusqu'au devant de l'assemblée, la déclaration tapée serrée dans ses mains. Elle n'avait jamais parlé devant autant de monde. N'avait jamais imaginé que sa voix pourrait compter pour quelqu'un au-delà des murs des baraquements où elle dormait. Elle regarda les visages assemblés. Soldats américains qui s'efforcèrent de rester professionnels, officiers japonais qui l'observaient avec des expressions allant de la curiosité au mépris, et ses compagnes prisonnières serrées les unes contre les autres sous leur bâche commune. « Je m'appelle Aiko Tanaka », commença-t-elle en japonais, la voix à peine audible par-dessus la pluie. Puis, lisant sa feuille, « On nous avait dit que les Américains nous feraient du mal. Ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont donné du savon et ont enregistré nos noms. Aucun soldat ne nous a touchés sans permission. Nous avons travaillé contre un salaire. Nous avons appris des mots d'anglais. Nous avons écrit des lettres à nos familles. » Elle fit une pause et regarda directement le lieutenant Nakamura. « Certains disent que c'est un mensonge. Certains disent que nous sommes utilisés en secret. Je suis ici pour dire que ce n'est pas vrai. » Kenji traduisait chaque phrase en anglais, sa voix portant clairement dans l'assemblée. Plusieurs soldats américains hochèrent légèrement la tête. Un des représentants murmura quelque chose à Nakamura qui le fit taire d'un geste sec. « Les règles affichées dans notre camp sont les règles qui ont été respectées, » continua Aiko. « Les mains américaines sont restées du côté américain. Notre dignité a été protégée. Voilà ce que je jure être vrai. » Les touches de la machine à écrire cliquetèrent régulièrement, tandis que la sténographe enregistrait chaque mot. Un photographe s'avança et prit une photo de l'assemblée, veillant à conserver la distance prescrite. Quand Aiko eut fini de parler, le silence dura assez longtemps pour que tout le monde entende la pluie qui crépitait sur la toile et le bruit lointain de l'océan au-delà des barbelés.